Salut à tous, c'est Ben, nouveau mardi et nouvelle occasion de vous rejoindre pour discuter de l'actualité football avec vous. Et Dieu sait qu'elle a été riche cette semaine. On se retrouve tout de suite pour en parler dans la prolongue, la deuxième émission. C'est parti! Alors cette semaine, émission un peu spéciale puisque nous serons privés de notre cher ami Mounir qui est, pour tout vous dire, au Japon pour rendez-vous professionnel. Je me retrouverai donc cette semaine uniquement avec Guillaume, avec qui j'ai le plaisir d'être ce soir. Salut J'espère Guillaume. bien, j'espère bien. Salut à toi, Ben. Comment vas-tu? Comment s'est passée cette semaine? Bah, ça va, tranquillement. Hein. Il y a eu des petits matchs de foot, même d'autres sports. Hein. On s'est régalé. C'est pas ce qui manquait, on va dire, cette semaine. Effectivement. Et vous, Ben? Eh ben moi, écoute, ça va très bien. Une petite intermède en Italie, d'où je reviens juste. C'était très sympa, d'où j'ai pu suivre quand même l'actualité sportive, ce qui s'est passé cette semaine, et il me tardait vraiment de vous retrouver pour en parler, et notamment en parler avec Guillaume. Alors, cette semaine, au programme de la prolongue, on va parler des coups de cœur, de nos coups de gueule de la semaine. On va parler des équipes de France masculines et féminines, de la Ligue des Nations qui a rendu son verdict ce week-end avec le sacre du Portugal à domicile. Enfin, on parlera de la Copa América qui se profile très prochainement. On a hâte, on adore le football sud-américain. Et puis nous parlerons aussi des événements qui auront lieu les prochaines semaines. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec les coups de cœur, coups de gueule du week-end, que ce soit foot ou même un peu multisport. Guillaume, je vais te laisser la main. Je pense que tu veux nous parler en premier lieu de la cérémonie de la Coupe du Monde féminine qui t'a plu, je crois. Effectivement. On le sait, il y avait la Coupe du Monde féminine qui se déroule en France. Donc, du coup, on a eu droit à une petite cérémonie. Il y a eu... Au Parc des Princes, il faut Au le Parc préciser. au Parc des Princes, effectivement, donc dans la ville de la capitale. En plus, ce qui est bien, c'est quelque part des Princes, ce qui est sublime, c'est qu'il y a la Tour Eiffel derrière, ce qui rend un Très peu beau plus décor. sublime le décor. Il y a eu gros doute jusqu'au dernier moment pour l'organisation, parce qu'il y avait énormément de vent. Pour ceux qui étaient à Roland et qui suivaient Roland Garros, il y avait Nadal Federer le même jour. Niveau du vent, c'était assez cata. Et même peur pour certains pour la cérémonie du coup de ce soir. Et ils ont attendu le dernier moment pour se prononcer. Il y a eu de la pluie un tout petit peu pendant le match, mais la cérémonie n'a pas trop été perturbée par ça, donc c'était cool. Et du coup, niveau visuel, toi, t'as apprécié cette cérémonie? Ouais, C'était plutôt sympa, quoi. c'était très sympa, très sobre. Alors, en chanteuse, c'était Jane, du coup, une chanteuse française, Ouais. qui était là, etc., qui a chanté, qui a fait son petit show, voilà. C'était, on va dire, Sympathique. sympathique. De quoi voilà. classer cette cérémonie dans tes coups de cœur de la semaine. Je pense qu'aussi, tu veux aborder un autre sport, même si le verdict, on ne le sait pas encore à l'heure où on se parle, va se livrer bientôt. Toi, t'as aimé le fait qu'il y ait un peu peut-être un changement de dynastie en NBA. Toi qui es très Le basketteur. basketteur qui est là est un peu content, on va dire. Même si, pas forcément pour être un haters, etc. On va dire que les Warriors, beaucoup aimeraient voir perdre. Et on va dire que ce petit vent de fraîcheur, là, les Raptors, on les voit se faire bousculer en finale actuellement. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est au meilleur des 7, donc 4 matchs gagnés. Actuellement, il y a 3-1 pour Toronto. Aussi première fois qu'une équipe non américaine est en finale, donc avec Toronto. Et voilà, des blessés un peu de chaque côté, notamment surtout Warriors. Mais là, il y a le match 5 qui va se dérouler lundi à mardi. Donc quand vous écouterez ce podcast, vous aurez le résultat, pour ceux qui suivent. Ah, d'ailleurs, un petit prono, Guillaume, là, juste comme ça avant de passer à la suite. J'espère. En vrai, vu que le 5e match du coup est à Toronto, j'espère que Toronto sera sacré à domicile. Ce sera une belle histoire. Donc Toronto champion, excusez-moi pour Guillaume, retenez bien ça. Et toi, Ben, ton prono. Moi, mon prono, c'est les Warriors champions, indéfectible supporter des Warriors. J'enchaîne toujours dans le rayon coup de cœur pour moi avec le basket, avec la retraite de la légende Tony Parker. Pour moi, c'est vraiment une légende qui se retire des parquets. On voit toute la presse, tous les joueurs NBA sont unanimes pour dire que ce joueur est exceptionnel. Il a voué pas mal de vocations, que ce soit en France, même en Europe, pour les jeunes qui arrivaient de NBA. Et voilà, c'était juste pour lui faire une petite dédicace des familles. Ensuite, toujours multisport dans le rayon tennis. Je suis un grand fan de Rafael Nadal. Et même si c'est un peu redondant, je m'extasie chaque année de le voir gagner Roland Garros parce que c'est un joueur. 12e titre à Roland Garros. C'est un joueur que je trouve exceptionnel par d'abord son mental, que je trouve que c'est vraiment sa force qu'il démarque des autres joueurs du circuit. Et voilà, Nadal se rapproche du record de Federer.
à 2 grands chelems. Est-ce qu'il pourra le battre? Nous ne savons pas. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un petit tour rapide des autres sports. Guillaume, alors, rayon coup de gueule, je crois que toi tu veux parler, on va prendre des pincettes parce qu'on va revenir tout au long de l'émission. Toi tu veux parler, je crois, de la qualité des matchs que tu as l'occasion de voir là, pour revenir au football, la qualité des matchs, que ce soit des matchs qualificatifs pour l'Euro, certains matchs amicaux ou même la Ligue des Nations. Je crois que tu voulais passer un petit coup de gueule là-dessus avant qu'on aborde notre premier sujet. Alors, même si il y a beaucoup de matchs, même qu'on peut voir en clair, hein, grâce à l'équipe, c'est très bien qu'on puisse retransmettre beaucoup de matchs, etc. Mais alors, on va dire, vu que c'est la fin de saison, on va dire que les organismes sont coupés, on va dire ça comme ça, et la fatigue doit se faire ressentir parce que la qualité des matchs, même des matchs couperés, hein, on va parler de la Ligue des Nations plus tard, voilà, la qualité des matchs, c'était très. Ouais, puis je vois ce que tu veux dire, puis on reviendra sur France-Turquie, mais quand tu vois Olivier Giroud qui vient de jouer la finale des Ligue Europa 5 jours avant, d'aller se taper un déplacement pour jouer en Turquie avec l'équipe de France pour un match qualificatif, j'imagine que c'est compliqué. C'est compliqué. On reviendra pas sur l'élaboration des calendriers, mais voilà, souvent, moi je suis d'accord avec toi, je te rejoins dans ce coup de gueule que la qualité des matchs, souvent internationaux surtout, au mois de juin, sont très compliqués à déchiffrer, et pour moi c'est pour ça qu'il ne faut pas en tirer beaucoup d'enseignements. Alors, premier sujet, Guillaume, la transition est toute trouvée. Les matchs des équipes de France masculines et féminines. Alors je te propose qu'on commence par parler de l'équipe de France féminine. Galanterie oblige, on est en pleine Coupe du Monde. C'est la grosse compétition du mois de juin pour l'instant. Alors on a vu entrer en matière plutôt tranquille de l'équipe de France féminine qui s'impose largement face à la Corée du Sud 4-0. Une faible Corée du Sud. Mais la France, alors rapidement le match, je vais commencer par en parler rapidement, juste pour évoquer le fait que j'ai eu la sensation, en voyant Wendy Renard sur les coups de pied arrêtés, de voir une joueuse qui affrontait des minimes en face. C'est-à-dire que, même au niveau du marquage, c'était pas ça. Wendy Renard, 2 corners en l'espace de 5 minutes, 2 corners de tête. Il y avait déjà 3-0 à ce moment-là. Je crois que le match était plié. Très beau corner tiré par Gaëtan Tiné. Ouais, donc toi, ton retour sur le match plus largement, moi je l'ai trouvé assez plaisant. Oui, c'était, on va dire, même si la Corée du Sud, c'était pas un adversaire qui était très coriace, etc., l'équipe de France a dominé très vite le match. Non, en vrai, c'était un match très plaisant à voir pour les spectateurs là-bas, c'était très offensif, l'équipe de France a eu beaucoup d'occasions. T'as dit Wendy Renard qui vraiment a dominé de la tête et des épaules sur chaque corner. Déjà, elle place 2 têtes et elle est largement au-dessus. La Van Dijk féminine un peu. Ouais, est-ce que tu peux faire la comparaison? On peut dire ça, on va dire. Mais sinon après l'équipe de France bien en place, qui avait tort de se rassurer. Il y a eu des petits pépins physiques, il y avait Amandine Henry, Eugénie Sommer, etc. A noter que Corinne Diacre a sanctionné 2 joueuses. Une qui était susceptible d'être titulaire, donc c'est Valérie Gauvin, si je ne me trompe pas dans son prénom, qui devait être attaquante de pointe titulaire à la place de Gianni, mais qui s'est fait sanctionner pour des retards à manière d'Adrien Rabiot. Bon, j'espère que celle-ci jouera plus de matchs qu'après son retard de celui-ci contre Marseille, mais je pense que, en tout cas, elle s'est fait sanctionner une fois, à mon avis, elle sera pas en retard une deuxième fois. Et il y a une deuxième joueuse, du coup, sa compère de champ, je crois, qui était aussi sanctionnée pour ça, dont j'ai perdu le nom, mais qui, elle, ne jouait pas une place de titulaire, on va dire. Ok. Donc, au moins, elle s'est respectée. Merci pour les petites infos, voilà. Guillaume. Je pense que c'est très important, la vie de groupe, on le sait dans les compétitions comme ça, pour aller loin. En parlant d'aller loin, pour l'instant, même s'il n'y a eu qu'un match, on est dans notre prono d'avoir vu plutôt l'équipe de France, au moins dans le dernier carré à domicile, ce serait la logique. Justement, pour aborder la suite de la compétition, la France reçoit la Norvège, ce sera demain soir, ce sera mercredi soir, donc demain soir. Oui. La Norvège qui a battu le Nigeria dans son premier match de la compétition 2-1. Oui, c'est facile. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. La Norvège, on le sait, hein, c'est ces pays nordiques qui ont la culture déjà du foot féminin. Pour moi, ce sera le vrai test de ces matchs de poule pour situer le niveau de l'équipe de France. Même si ça reste les matchs de poule, je pense que ce sera le vrai test. C'est un premier gros test. Alors, on va parler d'une joueuse qui n'est pas là pour la Norvège, qui est Ada Egerberg, la Ballon d'Or féminine, qui joue à Lyon, qui n'est pas là avec la Norvège. Pourquoi ? Parce que, on va y revenir beaucoup durant cette Coupe du Monde féminine et même plus tard, c'est parce qu'il y a des histoires
de primes entre autres et de petites chimèreries avec la fédération. Dans le même genre, il y a l'équipe US féminine qui est carrément en procès contre sa fédération, alors qu'elle joue à une Coupe du Monde, tout va bien. Elles sont carrément en procès, et par rapport à ce thème-là, il y a un joueur suédois, c'est Djurmaz, qui joue à Toulouse, qui a dit qu'il renverserait sa prime sa prime de la Coupe du Monde aux Jeux suédoises. Je trouve ça assez noble, hein, puisque beaucoup luttent, on va dire, pour la parité homme-femme, etc. Et que ce soit dans les primes. Et à ce sujet-là, il y a une joueuse française, Gaëtan Chinet, qui a dit que elle, ça ne la surprenait pas que les primes soient si basses, on va dire, pour les féminines, car pour elle, elle définit ça comme sous le point économie, en fait. Elle a dit ça comme en gros, vu qu'une fille, ça apporte beaucoup moins aux sponsors, etc. Du coup, pour elle, les filles, ça devrait toucher moins, tout simplement. Par rapport au vu que ça apporte, un point de vue qu'on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, on peut aller dans son sens aussi, comme pas être d'accord parce qu'on veut être pour la parité, etc. Mais on peut se dire, c'est un point de vue qui se tient, surtout d'une joueuse qui est carrément joueuse professionnelle, on va dire. Oui, mais ce sont des points de vue qui se défendent. Après, on va pas, je pense, rentrer dans un grand débat de fond sur ça. Mais sachant que les droits télé ne valent pas des milliards, des joueuses qui seraient payées des millions, comme certains hommes, on dit pas que c'est justifié que des hommes soient payés des millions et des millions. Ce serait trop en comparaison avec les droits télé que la D1 féminine touche, par exemple. Ouais, ça, c'est comme ce que dit Gaëtan Chinet, c'est par rapport au point de vue de ce qu'elle peut rapporter. C'est juste une question de logique. Il n'y a pas eu trop de polémique là-dessus. Je pense que les gens étaient plutôt d'accord, j'ai l'impression, sur Gaëtan Chinet. C'est plutôt bien passé. Alors, on parlera la semaine prochaine, bien sûr, encore l'équipe de France féminine. On fera un point sur. On suivra ça tout au long de la compétition. À présent, Guillaume, toujours dans les équipes de France. Alors, gros sujet. Alors, matière à débattre. Turquie-France. 2-0. Je crois que la semaine dernière, aucun de nous n'avait pronostiqué. On avait juste dit attention, là-bas, ambiance, etc. On avait dit que la France. On avait prévenu, mais aucun de nous avait pronostiqué une débâcle. Je le pèse, entre guillemets. Non, tu peux le dire. Comme ça, 2-0, sachant que ça aurait pu être plus de buts encaissés. Oh oui, on va parler d'un joueur qui était très bon, le seul, je pense. Turquie-France 2-0, je pense que ça ne changera pas trop le fait que l'équipe de France se qualifiera pour l'Euro 2020, c'est pas le souci. Mais Guillaume, toi, donc un retour plus, entre guillemets, tactique sur le match. Alors, on est d'accord qu'on va ressortir Lloris, qui a sauvé les meubles. Comme tu dis. Lloris, qui est très bon en équipe de France depuis vraiment pas mal de matchs maintenant. Comme d'habitude, il tient son rang. Mais pour le reste, alors toi, tu m'as dit, on textait sur WhatsApp et tout, tu m'as dit que tu avais été très très déçu par certains joueurs. S'ils sortent un peu partout dans la presse, dis-nous, toi, ton son de cloche et pourquoi surtout, ça nous intéresse. Déjà, pour revenir avant le match dans le contexte, Mbappé un peu touché, etc. Kanté, forfait, ce qui a été très préjudiciable car il a beaucoup manqué au milieu de terrain l'équipe de France. Deschamps qui a mis Sissoko à sa place et ça n'a pas été très fructueux. Non, on va dire, à part Lloris, comme on l'a dit, qui était très bon, en termes de joueurs qui sont totalement passés au travers, forcément il y a Kylian Mbappé, qui a perdu 22 ballons, son plus gros total en équipe de France. C'est énorme, le latéral turc Hassan Ali, je crois de son prénom, qui était excellent. Et pour ma part, c'est vraiment un débat qui existe depuis plusieurs années, c'est la qualité des latéraux français. Je trouve on n'arrive pas à former de bons latéraux. Pour qu'on se retrouve avec Digne, Pavard en titulaire d'un match qualificatif pour l'Euro, pour moi c'est très très faible. Alors, on l'a encore prouvé, mais si Digne se fait. Alors moi je lance un peu tes propos, Guillaume, parce que voilà, comme tu le dis, alors est-ce que c'est culturel ou pas ce qu'on sait. Alors Pavard, tout le monde a déjà un peu parlé. Pour moi, son but a un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà, pour nous Pavard n'est pas un latéral de formation. Digne a fait une très belle saison avec Everton, était élu meilleur joueur de son club. Alors est-ce que c'est culturel? Est-ce que Digne n'est pas très installé, donc est-ce qu'il avait un peu la pression? Mais c'est vrai qu'on a été très souvent déçus par des espoirs. Benjamin Mendy est tout le temps blessé. Kurzawa c'était très compliqué au PSG.
Ou sinon, quand on a des bons latéraux, c'est des latéraux qui n'ont pas, Sidibé a plongé qui complètement. ne sont pas aptes à passer le step, on va dire, d'être des joueurs Ouais. internationaux réguliers. Donc, On a eu je Corchia pense- à un moment. On a eu un Voilà, mais Corchia. Corchia, pour Debuchy a pris sa... Enfin, Debuchy n'a pas pris sa retraite, mais il se fait un peu vieux, même s'il est encore très bon avec Saint-Etienne, etc. Il se fait vieux. Après, c'est vrai que si on remonte Ah, dans la dernière décennie, enfin, moi, les derniers très bons latéraux que je me souviens, avant qu'ils soient un peu défenseurs centrales, c'était un gars comme Abidal. Mais après, il faut se Ouais. souvenir qu'on a eu Evra, on a eu Sagna. Enfin, on a eu longtemps Sagna Debuchy à droite, c'était pas mal, mais c'était pas non plus des foudres de guerre, on est d'accord. Donc voilà, mais moi, je sais pas si c'était titulaire, Lucas Hernandez pour moi par contre, même si lui aussi peut jouer défenseur central, surtout je pense. Mais il avait fait une très belle Coupe du Monde, En malheureusement latéral il est gauche- blessé, etc. En latéral donc gauche, c'est un peu compliqué. en latéral gauche, je l'avais trouvé excellent, Mais en personnellement. latéral gauche, pour moi, c'est le titulaire indiscutable. Hein. Donc, Au à vu, voir. il n'y a personne Mais- qui peut le détrôner. Hein. Donc à voir, mais sur ce match-là, en l'occurrence Turquie-France, alors oui, c'était une assez grosse défaite, assez sèche, avec des joueurs largement en dessous de leur niveau, pour lequel on les connaît. Mais pour moi, voilà, pas forcément très alarmant au vu de ce qu'on a On parlé va au dire, c'est un peu début, un contexte, du fin de placement saison, du tout match. ça, on va dire que, voilà. J'ai eu partout, ça y est, la France, la décadence. Non, on a été champion du monde il n'y a même pas un an. On voit qu'on peut faire des matchs très solides encore contre des grosses nations. Bien Il n'y sûr. a pas de souci pour ça. Bien Pour moi, pour clôturer là-dessus, pour moi, c'est plus un accident de parcours. La France sera à l'Euro 2020, à mon avis. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Non, il n'y a pas de souci. Mais quand même, ça fait quand même Mais une deuxième à défaite suivre, post-Coupe à du suivre Monde, avec hein. attention, sachant que Parce que 11 juin, qui sera demain, c'était exact. c'est exact. ça, aujourd'hui, ce soir même, excuse-moi, mardi soir, 11 juin, Andorre-France, Dans un stade de district. stade piégeux, contexte piégeux, mais bon. Bon, Là, quand même, on va quand même pronostiquer sur une victoire de la France et je pense que ce sera le Par contre, score si la final. France ne gagne pas, là, par contre, Il y aura quelques motifs à s'inquiéter, je suis d'accord. oui, la goutte de sueur, vont se faire apparaître sur le front, on va dire. Outre, Guillaume, les qualifications pour l'Euro 2020, la Ligue des Nations a rendu son verdict, Guillaume. Eh Je sais oui. que tu l'attendais depuis plusieurs semaines. Je ne Le rêvais que de verdict ça, j'en pouvais plus. A rendu son jugement et c'est le Portugal qui l'emporte à Eh oui. domicile en finale face aux Pays-Bas. Cristiano Ronaldo qui ajoute un trophée international à sa collection. C'est exact. C'est très fort, c'est très fort. Alors, petit retour sur le Final Four, Guillaume. Tes impressions, le triplé de Ronaldo, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de la Ligue des Nations, je dirais plutôt moyenne de l'Angleterre? Est-ce qu'on les a surévalués? On avait fait des pronostics. Je les avais vus gagner, j'étais complètement trompé, mais c'était un peu plus pour aller à votre rencontre que vous voyez le Portugal, Oui. et j'étais d'accord J'aime bien être à de base avec contresens. vous, j'aime effectivement. Donc, même si je sais que t'aimes pas trop la qualité de jeu de la Ligue Ouais. des Nations, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'il y a eu quand même quelques faits marquants, notamment par rapport à Cristiano. Alors, pour venir au match, la globalité générale, la qualité des matchs était pas folle, on va pas se mentir. Ouais, t'as eu envie de zapper 2-3 fois, ça te démangeait, tu m'as dit, c'était Ouah, un peu- quand j'ai vu la première mi-temps de Portugal-Pays-Bas, je me suis dit, oh mon dieu, j'espère que la seconde mi-temps ne sera pas pareil parce que on va passer de très longs moments. Non, en plus, j'étais à l'entraînement pour Portugal-Suisse, donc mercredi, donc j'ai loupé la première mi-temps. La seconde mi-temps, pour l'avoir vue, mais la qualité de jeu était là, ça allait encore. Mais ouais, Ronaldo à la fin, régalade complet, qui marque 2 buts coup sur coup en fin de match. Voilà, superbe. Pays-Bas-Angleterre, qui est allé en prolongation, si je dis pas de bêtises. Avec, Tir au but. Voilà, et donc vraiment, Pays-Bas qui passe face à Angleterre. Match de la 3ème place, Angleterre-Suisse, un match très moyen, très moyen pour la 3ème place, qui va au tir au but. B0-0 simplement, et c'est l'Angleterre qui finit 3ème. Bon voilà, je voulais voir un peu la Suisse finir 3ème parce que la Suisse avait fait un beau parcours, hein. On l'avait dit, elle a sorti la Belgique, comme les Pays-Bas avaient sorti la France et l'Allemagne d'ailleurs. C'est pour ça que j'aimais bien voir les Pays-Bas en finale, mais en finale, le Portugal à domicile qui s'est fait respecter. Même si on a dit que la qualité de jeu était pas folle, le Portugal avait un tout petit peu plus d'occasions, dominait un peu plus. Notamment par l'intermédiaire de Bernardo Silva qui a été très bon Dans la lignée de sa saison, on peut dans le la lignée dire. de sa saison, vraiment, et c'est lui d'ailleurs qui a été élu, je crois, meilleur joueur de la finale avec Ronaldo. Bernardo Silva qui a été percutant, vraiment très fort sur le côté, qui d'ailleurs a dribblé Van Dijk, même si lui a dit qu'il ne s'est jamais fait dribbler la saison.
Bon, ben là, on a au moins une preuve qui se fait dribbler au moins une fois cette saison. Non, vraiment, Portugal solide à domicile. On l'avait pronostiqué avec Mounir. Toi, forcément, tu as décidé d'être un peu À contre-courant. à contre-courant, mais on va dire que c'était un pronostic qui n'était pas non plus. Alors, après, dénué de sens. on peut dire qu'au final, au vu des résultats de la compétition, de ce Final Four, la logique a été plutôt respectée. Oui. Portugal, Pays-Bas, Angleterre, Suisse, pour moi, c'est un peu l'ordre des forces Oui. qui était en En présence. vrai, oui, c'est la hiérarchie est totalement respectée. Sachant que ce volet, cette compétition se referme, je veux juste finir par donner un petit mot là-dessus, parce qu'on en reparlera plus après. Hein. La Ligue Oui. des Nations, alors, on en avait déjà un peu parlé, mais très On bizarre. fera une Il émission faut- spéciale sur comment fonctionne la Ligue des Nations Non, maintenant mais avec les barrages. Juste tout ça, pour être t'inquiétez pas. simple et assez précis avec vous, si vous nous écoutez, que ça vous intéresse un minimum, sachez que le Portugal, donc vainqueur en titre de l'Euro, vainqueur donc tout frais, tout récent de la Ligue des Nations, n'est même pas qualifié pour l'Euro 2020. Pourquoi ? Parce que cette victoire avec des Nations lui offre le droit à disputer des barrages de l'Euro 2020 au maximum. C'est-à-dire, je m'explique, si le C'est vrai, ils sont Portugal pas qualifiés. si Bah, le bon, ils sont Portugal- qualifiés d'office, mais si le Portugal ne finit pas dans les 2 premiers du groupe, de leur groupe, d'accord, mais au moins, ils ils ont vont, ça. grâce à Ligue des Nations, ils vont directement disputer les barrages. Oh là là. Alors, on Je avait sais déjà si parlé c'est la bien semaine dit. dernière, à partir de ce moment-là, quel est l'intérêt sportif de la Ligue des Nations ? Est-ce que cette compétition Mais- va vivre encore longtemps ? Ah, mais là. Donc oui, peut-être, je pense, parce que l'UEFA a l'air vraiment déterminée. Oui, parce à que l'imposer ils veulent- dans les ils- calendriers. et c'est comme on disait, c'est qu'en fait ils veulent remplacer les matchs amicaux, C'est ça. etc. Mais- à terme. Au vu du spectacle offert ce week-end et du Ouais. désintérêt total des supporters et même des observateurs du foot, on va pas se Ouais, mentir, cette c'est- compétition, Elle a pas beaucoup de hype, on va dire. c'est sûr que comment ça va on appelle être compliqué de trouver un public. On en a parlé parce que c'est comme une compétition internationale avec Oui. des grands joueurs. On a vu Cristiano qui a brillé ce week-end. Mais clap de fin sur cette compétition. Mm. Et maintenant, nous allons aborder un sujet, et on va pas vous mentir, qui nous On fait en un reparlera peu... dans un an de qui cette nous fait- élimination. qui nous Dans fait un un an. peu vibrer depuis quelques temps parce qu'on en a très envie d'en parler avec vous. J'ai Guillaume avec moi qui aime beaucoup le football sud-américain. C'est tout simplement la Copa América qui va débuter dans la nuit du 14 au 15 juin. Chez nous, ce sera à 2h30 le premier match. Alors Guillaume, on va y aller étape par étape. Tout d'abord, guide de la compétition, quid de la compétition, le déroulement de la compétition, comment ça se passe. Je crois qu'il y a une petite particularité que cette compétition, un peu comme le Four Nations faisait un moment au rugby, il y a des équipes invitées, c'est ça, chaque édition. C'est ça. Alors en fait, déjà, meilleur organisateur, le Brésil. C'est les équipes forcément de la fédération sud-américaine, donc la CONMEBOL. Mais il y a 10 équipes. Comment tu vas organiser un tournoi avec 10 équipes ? À part peut-être faire 2 poules de 5, ok, à la limite. Mais ils sont dit à 12, c'est plus pratique. Du coup, il y a 2 équipes invitées. Souvent, ceux qui sont souvent invités, il y a le Mexique, l'USA, l'Honduras, il y avait la Jamaïque qui était aussi invitée. Et là, du coup, dans les 2 pays invités, il y a le Japon et le Qatar. Autant le Japon qui avait fait un beau parcours, c'était intéressant potentiellement. Le Qatar, peut-être footballistiquement, ça sera pas intéressant, mais intéressant d'un point de vue, car en 2022, il y a la Coupe du Monde chez eux. Donc, au moins de faire un état des lieux à 3 ans maintenant En effet. de la prochaine Coupe du Monde. Et si je comprends bien, Guillaume, du coup, avec 12 équipes, ça nous fera 3 poules de 4, C'est avec exact. les 2 premiers qui se qualifient automatiquement, Et les 2 meilleurs troisièmes. plus les 2 meilleurs troisièmes, meilleurs effectivement, troisièmes, c'est pour faire les quarts de finale et se diriger vers la suite. C'est ça. Pour obtenir le vainqueur. Alors Guillaume, au niveau des favoris, quelle équipe placerais-tu dans les grandes favoris du tournoi ? Je pense que tu vas aborder le Brésil, mais c'est pas la seule équipe que tu vois faire une C'est grosse ça. performance cette année. En vrai, je place 3 équipes dans le chapeau de tête. Le Brésil, parce qu'ils sont à domicile. Ok, ils ont perdu Neymar. Ok, Arthur sera certainement blessé, sera certainement forfait. Peut-être pour cette Copa, ou alors grand max pour les matchs de poule. Ensuite, je vois quand même l'Argentine, l'Uruguay taper un peu derrière, etc. Toujours des nations très solides, etc. L'Argentine, certes sans Mauro Icardi, mais il y a du talent, ça se renouvelle petit à petit, mais qui a du mal à gagner. Messi ne gagne pas avec l'Argentine, peut-être là ça sera le moment. Et l'Uruguay parce que c'est toujours solide, c'est toujours là, c'est avec l'inoxydable sélectionneur Walter Tavares qui est toujours là, C'est ça. avec sa canne sur le banc, il est là.
Il coach avec le duo Cavani-Suarez Avec, indémodable, alors, on va dire. Guillaume, avec ce milieu de terrain qu'on avait qu'on avait découvert à la Coupe du Monde de la Juventus, quelle saison a-t-il fait? C'est Betancourt. C'est exact. Il a fait une très grosse première partie de saison. Il a un peu baissé le pied par la suite, etc. Mais il a fait une saison très solide, vraiment là où on le plaçait, on va dire. Voilà, il a été là où on l'attendait, il a répondu aux attentes, il s'est pas démonté après sa belle Coupe du Monde, etc. Milieu de terrain à venir. Voilà. Après, c'est sûr que c'est vrai que, bon, comme on le sait, c'est dur de s'imposer durablement en étant jeune dans un effectif comme celui de la Juventus. Donc voilà, tu nous as fait un peu part de tes favoris. Si tu devais aller, on va dire, miser une petite pièce, pas forcément sur un outsider qui va gagner sur la compétition, mais sur un outsider qui risque, pour toi, d'être sur une révélation ou une bonne surprise, c'est-à-dire qu'il pourrait arriver à atteindre, pourquoi pas, les demi-finales. Sur quelle équipe miserais-tu un petit peu qui sortirait du lot? J'en avais une en tête qui était le Pérou, qui depuis quelques années fait vraiment de belles performances. En 2015 ou 2016, la Copa América, ils font 3e, avec toujours leur buteur Paulo Guerrero qui est là, même s'il a été pris. Même si tu l'appelles le cocaïnomane. Le cocaïnomane, voilà. Bref, bon joueur quand même. Très qui bon pourrait joueur, peut-être très bon les guider buteur. Pour faire une belle compétition. Oui, même s'ils ont fait une Coupe du Monde assez sympathique, malgré tout, ça n'a pas gagné le match. Si, ça a gagné contre l'Australie, je viens de dire une connerie. Mais en tout cas, le Pérou qui est là. Et en vrai, en parlant, j'ai voulu une équipe, c'est le Chili. C'est le Chili, en fait. Certes, il n'était pas là à la dernière Coupe du Monde, puisqu'il ne s'était pas qualifié. Et le Chili qui a quand même gagné en 2015. Le Chili d'Arturo Vidal, le Chili d'Alexis Sanchez, qui est certes invisible depuis un an, mais on se dit que peut-être à la Copa América, il sera peut-être là. J'ai même pas regardé s'il était sélectionné, donc ça se trouve, je dis une énorme connerie, puisqu'il sera peut-être encore invisible à la Copa América. Mais en tout cas, le Chili, c'est toujours un pays de football, et c'est toujours là, quoi. Donc vraiment, hâte de voir si le Chili va se reprendre après sa mauvaise période de qualification qu'il avait amené à ne pas jouer la Coupe du Monde, etc. Donc j'ai hâte de voir. Ouais, c'est sûr, Guillaume, comme tu le dis. Après, voilà, il faut être un peu un oiseau de nuit pour suivre cette compétition. Décalage horaire oblige. Il faudra soit rester éveillé très tard, voire même parfois très tôt pour suivre les matchs, ou alors, bien sûr, on sait très bien tous comment on fait, regarder des petites rediffusions ou les résumés de Bein qui sont très bien faits. Il y aura toujours très bien faits. On suivra ça de près, on fera des débats, on vous tiendra informé, bien sûr. Et moi, j'avais une petite envie, Guillaume, on va pas se mentir, j'ai une petite envie, c'est de prolonger un petit débat, pour moi qui est pas hors sujet avec la Copa América, même si ce joueur sera absent de la Copa América. On avait fait un sondage sur le compte Twitter de la Prolonge, suite à la nouvelle blessure à la cheville de Neymar. Alors, on avait posé une question vraiment toute simple sur le compte, c'est Neymar est-il à un tournant de sa carrière? Alors, les résultats étaient assez unanimes. Pour dire que oui. Alors, 90-10. Moi, je vais donner mon avis avant que tu me fasses part du tien. Neymar, on sait tous l'immense joueur que c'est. Mais je te cache pas, Guillaume, que sincèrement, je deviens de plus en plus inquiet pour sa carrière. Alors, Neymar, quand il sera sur le terrain, sera toujours un joueur exceptionnel. Mais à quelle fréquence le verra-t-on? Parce qu'on voit qu'il devient, franchement, ça devient un joueur très très fragile. Ok, il avait eu quelques pépins au Barça, mais c'était jamais arrivé à un tel point qu'on pu le voir ces derniers mois, ces deux dernières années. Et moi, je suis sincèrement un peu inquiet quant à la suite de sa carrière. Alors, tu vas me donner ton avis tout de suite, mais ce serait dommage quand même, on est d'accord, de se priver d'un talent comme ça, même s'il nous agace de temps en temps. Alors, déjà, pour revenir, du coup, c'est moins grave que prévu, c'est qu'une grosse entorse, il y en a qui parlaient de rupture des ligaments de la cheville, etc., nouvelle opération. Finalement, c'est que le PSG a évalué que c'était une grosse entorse, donc 1 mois d'arrêt. Mais une de plus tout de même. Une de plus, c'est la 3e, on va dire, assez grosse blessure en 1 an et demi. J'ai cherché un peu, etc. Je suis tombé sur un article d'un ostéopathe qui était interviewé par RMC, qui du coup en parlait, qui disait que du coup c'était à la suite d'une grosse blessure à la cheville, donc c'était Coupe du Monde 2014. Mal soignée, c'est ça? Qui était mal soignée, aussi. Ouais. Qui a dit que du coup elle serait mal soignée parce que du coup, il faut remettre dans le contexte, Coupe du Monde 2014, il est pareil, un peu comme à la Coupe du Monde 2018. C'est en fait, il est revenu juste, etc., vraiment à la limite. Et ça me fait penser, je te coupe 2 secondes, à un Falcao qui avait été blessé en Coupe de France en janvier 2014, qui avait fait des
des pieds et des mains pour être Ouais, il s'était fait croiser, sur jambes à la Coupe du Monde et ça avait au été final, très compliqué. Et on voit qu'il s'était traîné cette blessure, il avait traîné Ah oui. son spleen pendant En 2-3 ans, saisons quand il était passé par Chelsea notamment. Il se faisait prêter n'importe où, Monaco. Mais c'est n'en voulait vrai plus. que ça permet de soulever le fait des blessures entre guillemets mal soignées dans le sport, hein, dans le foot, mais dans le sport. C'est terrible. C'est très dur parce qu'après t'as du mal à t'en remettre et ça t'impacte à plus long terme. Donc on verra pour Neymar, on suivra l'évolution. Même si comme tu dis c'est moins grave que prévu, on verra ça à la rentrée en oui, Ligue 1. c'est toujours très préoccupant les joueurs Si, fragiles comme ça. On verra ça à la rentrée en Ligue 1. Si Neymar est toujours à Paris, nous pensons que oui. Hein, mais nous verrons ça. Bien sûr, nous reviendrons sur la Copa América avec grand plaisir. Guillaume, Peut-être que du coup, on en reparlera de Neymar, peut-être dans les actus en vrac, peut-être. c'est ça. Il y aura peut-être un lien avec le PSG. Et Guillaume, qui est un aficionado du football américain, on aura l'occasion d'en reparler avec lui, bien sûr, et avec Mounir J'ai hâte dès de qu'il suivre fera cette son Copa, en tout retour. cas. On va, entre guillemets, terminer avec les dernières news en vrac. Alors, actu foot sur et en dehors du terrain, pêle-mêle comme ça, comme dirait Allez. notre cher ami Julien Cazard. Fais-moi Guillaume, rêver, là. Donne-moi Guillaume, du sujet. allez, je te donne du sujet. Guillaume, fervent supporter du Paris Saint-Germain. Il y a des bruits qui courent ces derniers jours, qui reviennent avec insistance. Je sais que ça te fait un certain plaisir. Oh oui. Double incidence. Retour Leonardo à Paris, qui entraînerait le départ de Luis Enrique. Alors, je sais, Antero Henrique, excuse-moi. C'est une autre personne. Alors toi, je sais que ça te fait extrêmement plaisir. Pourquoi ? Alors, pour remettre dans le contexte, Leonardo, on en parlait pour un rôle de président délégué, donc à la place de Nasser, qui a des ennuis judiciaires, qui même depuis un an est beaucoup moins présent à la tête du PSG. Du coup, c'était à la place de président. Puis au final, ça s'est un peu goupillé, l'annonce de son départ d'AC Milan forcément. Puis ensuite, là, carrément, remplacement d'Antero Henrique à la direction sportive. C'est un peu ce qui se profile ces prochains jours. Même si là, les dernières informations de RMC, c'est toujours dans un rôle de président délégué, parce que le licenciement d'Antero Henrique n'est toujours pas acté. Mais en tout cas, apparemment, les proches d'Antero Henrique disent s'il te plaît, Antero, démissionne parce que ça pue un peu pour toi au club. Mais on se dirige un peu vers ça, vers Leonardo qui remplacera Antero Henrique à la direction sportive, un peu comme aux belles premières années de QSI. Puis on sait que malgré les déboires un peu qu'avait Leonardo, on se souvient un peu en termes de critique d'arbitrage, c'est quand même lui qui est à l'origine de la venue de joueurs comme Verratti, de petites pépites comme Verratti, et puis de joueurs plus confirmés comme Thiago Silva, Thiago Motta, etc. Donc on verra bien ces prochains jours ce que ça va donner. Moi, je voulais quant à moi parler du recrutement estival du Real Madrid. Alors, incroyable. Eden Hazard c'est fait. Annoncé, ouais. Depuis... Luka Jovic c'est fait aussi. Oui. Alors, Paul Pogba en passe, en discussion, on verra, on sait. Moi pour l'instant, encore Manchester United, il va partir. Ça a l'air d'être moins chaud, on va dire, qu'il y a 1 ou 2 mois. Mais c'est toujours vers un départ pour Pogba. On parle même d'un retour à la Juventus. J'ai vu ça. Et donc moi l'info que je voulais un peu discuter avec toi, avec vous, c'est concernant Ferland Mendy. Alors Ferland Mendy, on sait qu'il est pisté par le Real, on sait que Zidane l'apprécie. C'est annoncé officiellement. Alors on sait que c'est très très difficile de rester insensible aux sirènes du Real. Est-ce que Lyon consentera à laisser partir ? Moi je pense, pour donner mon avis, que contre un bon chèque de 40-50 millions, ce sera plié. Aulas ne le retiendra pas. Même si, je pense que ce serait gagnant-gagnant parce que Lyon prendra un bon billet et que le joueur pour sa carrière, je le vois d'abord dans un rôle plutôt de doublure ou de complémentarité avec Marcelo pendant 1 ou 2 ans. Il peut être titulaire juste la dernière saison. Voire être titulaire rapidement. Ce serait une bonne affaire pour les deux parties, je pense. Mais tout ça pour dire que le Real est très actif. On va être très actif cet été. Le mercato ne fait que commencer. Ils ont déjà 2 recrues de poids. Même si je pense que Jovic va être cantonné un petit peu au banc. Oui, je pense. Hein dans un premier temps. Dans un pour faire premier la passation, je pense, dans un moyen long terme. On sait que Karim Benzema a l'habitude vraiment de pourchasser ses concurrents, on va dire. Higuaín, Morata. Une affaire qui a fait beaucoup parler cette semaine, Guillaume. On va dire, c'est pas de la maladresse. C'est très limite ce qui s'est passé sur le plateau d'RMC avec le duo des insatiables Riolo Roten, qui ont été suspendus d'ailleurs, je crois, sur cette affaire. Oui, c'est ça. Vous avez sûrement tous dû voir l'extrait
Une semaine. C'était très limite par rapport à l'affaire Neymar. On va dire que c'était ambiance bar PMU, on va dire, l'émission. Notre avis, on est d'accord tous les deux, c'est très limite ce qu'ils ont fait. Bah oui, c'est bof au possible. C'était... Autant on peut en rire ou pas, moi j'en ai rigolé parce que sur le moment, après c'est vrai que dire ça en antenne, en direct quand t'es écouté, etc., même rediffusé à la télé, pour ceux qui ont l'occasion d'avoir la chaîne, en direct c'est quand même très compliqué de sortir ça. Faut quand même, quand t'es écouté comme on vient de le dire, faut mesurer ses propos. Et en plus, Riolo, ça fait plusieurs fois là, depuis quelques semaines qu'il se fait un peu reprendre à l'antenne, etc. Il dérape un petit peu en ce moment. On sait qu'il est toujours. La fin de saison se fait attendre, on va dire, pour les deux, à mon avis. On sait qu'il a toujours été un peu comme ça dans la provoque, etc. Ouais. Mais sur le coup, on aurait pu très bien le mettre dans la rubrique coup de gueule. Moi, pour ma part, j'aurais très bien pu. Parce que je trouve ça vraiment déplacé. Voilà, en plus, il y a une affaire, il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Il faut laisser faire les choses sans commenter comme ça, comme tu dis, dans une ambiance de bar PMU. Dernière news en vrac, info en vrac ou petit débat comme ça. On a vu cette semaine, en début de semaine, je crois, même fin de semaine dernière, que les Bleus champions du monde ainsi que le staff ont été auréolés de la Légion d'honneur. Guillaume, je te pose la question comme ça rapidement. Est-ce que tu trouves ça mérité qu'on accorde comme ça d'office la Légion d'honneur à une équipe qui a fait vivre énormément d'émotions à tout un pays, ça on est tous unanimes là-dessus, de la méritée Légion d'honneur, est-ce que tu es d'accord, sachant que bien sûr on la donne à des chanteurs, etc. Oui, le débat est ouvert. Je pense que j'allais dire. Justement, alors ton avis, et puis on clôturera là-dessus, je pense, tranquille. Dans la définition même de la Légion d'honneur, pour moi, c'est vraiment, alors c'était rendu acte à la nation, vraiment, comme si c'était un décoré de guerre, etc. Pour moi, c'est un peu dans cette définition-là que je vois la Légion d'honneur. Donc pour moi, dans ce sens-là, ce serait pas mérité. Mais comme tu viens de dire, la Légion d'honneur, on la donne à n'importe qui maintenant. Limite dans ta famille, tu vois un mec qui a la Légion d'honneur, tu sais même pas, mais il l'a, tu vois. Donc c'est un peu à tout va. Donc bon, alors, au moins ça leur fait quelque chose s'ils sont décorés. Voilà. Moi je suis d'accord avec toi, Guillaume, mais je trouve ça, même si je suis pas un fervent des distinctions. Il faudra qu'on vérifie. Il me semble pas, j'ai pas entendu parler. Il faudra qu'on vérifie. Mais sincèrement, moi je trouve ça un peu facile de cracher rapidement comme ça sur les footballeurs. Oui, je suis d'accord aussi. Sincèrement, dans l'absolu, qu'est-ce que ça fait ? Et puis ça fait distinction. On a tous vécu, qu'on suive plus ou moins le foot, c'est un événement qu'on a rarement vu qui rassemble autant la population comme ça. Bon, moi je ne suis pas choqué. D'autant plus dans le contexte qu'on connaît, où comme tu dis, on ne donne pas la Légion d'honneur à n'importe qui, mais je pense qu'il faut en faire moins qu'à une certaine époque pour la recevoir. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. Et puis voilà. Je pense qu'on va tranquillement clôturer l'émission. On passe un petit coucou à Mounir qui nous écoute sûrement du Japon. On espère, on est même sûr qu'il va revenir très rapidement. S'il doit être en train de dormir, alors on enregistre. Décalage horaire oblige. On vous retrouvera avec un grand plaisir la semaine prochaine pour la 3e émission où nous reviendrons sur la Coupe du Monde féminine. Elle suit son cours, on est très attentif là-dessus. La Copa América qui nous tient à cœur, surtout à Guillaume. On parlera plus de points aussi sur la Coupe du Monde féminine. On n'a pas trop fait le point effectivement parce que ça fait qu'une journée. Effectivement. On parlera aussi de 2 sujets qu'on n'a pas encore abordés et qui sont somme toute très intéressants. C'est l'Euro Espoir et la CAN. La CAN qui, moi personnellement, m'excite, on va dire, parce que je pense qu'on va avoir une très belle CAN cette année. Ah ouais, tu crois toi ? Je pense, alors bizarrement par rapport aux matchs internationaux, je trouve ça pas si mal que la CAN déjà c'est l'été. Ne soit plus en janvier. Ah, voilà. Déjà c'est l'été. Je trouve ça un peu mieux que ce soit l'été. Bon, on va pas se mentir, on va suivre ça de très près. Donc d'ici là, on vous souhaite de vous porter très bien. On se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle émission avec vous. N'hésitez pas à vous rendre sur le compte Twitter pour interagir au sondage, les retweeter, YouTube, les partager. Et puis, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à partager le contenu. Merci à vous. Salut Guillaume, bonne semaine, à mardi prochain. Abonnez-vous au SoundCloud et au Twitter. Voilà, sur ce. Bonne semaine. Bonne semaine à vous.